bien, écoutez, en tout cas, merci et bienvenue à tous pour cette université de la e-santé. Le beau temps est revenu aussi. Plein de beaux sujets sur ces 2 jours et notamment cette table ronde que je suis ravi d'animer au nom du Festival de la communication santé. Donc, je suis tout seul aujourd'hui parce que ma présidente a eu un petit souci. Elle s'est cassé le pied la semaine dernière. Donc, Dominique Noël, qui est la présidente du Festival de la communication santé, vous passe toutes ses amitiés, mais elle n'est pas avec nous aujourd'hui, malheureusement. Donc, comme vous le voyez aujourd'hui, on va parler de e-santé. Le festival, c'est l'univers de la communication santé. Donc, on va, avec ces dames, partager sur les clés de succès pour un patient engagé et impliqué. Donc, vaste sujet. Je crois qu'on a 45 minutes pour en faire le tour. Donc, on ne pourra pas aller jusqu'au bout de tous nos sujets. Mesdames, je vais vous laisser vous présenter. Donc, 3 invités qui, vous allez le voir, ont toutes un point et un regard particulier sur justement l'utilisation de cette e-santé. Donc, je vais vous laisser, mesdames, vous présenter. Je commence par vous, Anne. Bonjour, je m'appelle Anne Schweighofer. Je suis fondatrice de l'agence Patient Conseil et coordinatrice de la plateforme Les Patients s'engagent. Merci. Bonjour, Françoise Alliot-Launois. Je suis la présidente de l'Association française de lutte anti-rhumatismale qui porte la voix de 20 millions de patients atteints de maladies chroniques douloureuses et handicapantes. Et je suis ravie d'être auprès de vous tous aujourd'hui. Merci de nous consacrer un petit peu de temps et de venir à Castres partager votre expertise de 20 millions de patients. C'est quand même énorme. Oui, tout à fait, Eric, absolument. C'est très important d'aborder ce très beau sujet et qui va en effet être un avenir, et qui est déjà un présent, mais qui va être un avenir excessivement essentiel pour les malades. Lina. Lina Otelitano, responsable digital et de communication au laboratoire Pierre Fabre. Ça fait plus de 20 ans que je suis sur des missions de communication digitale au sein de mon groupe. Et depuis 2 ans et demi, j'ai eu la chance de rejoindre le service de la relation patient-consommateur, où je peux mettre à profit tout ce que j'ai pu apprendre en e-santé, tout ce que j'ai pu explorer dans des événements tels que ici, à la e-santé, à l'université e-santé, au festival de la com. Et donc, tu es sur tes terres, je suis sur mes propre, voilà. Comme au figuré. Oui, absolument. Très bien. Alors, évidemment, parler de e-santé sans parler de communication, ça serait pas possible en fait, parce qu'on l'a vu d'ailleurs dans les pitchs sur les jurys, on voit que la communication est un sujet transversal. Trouver les bons relais de communication, savoir ce qu'il faut communiquer, quels sont les canaux. Donc, nous allons partager ça. On voit que la communication, pour créer de l'adhésion, c'est un élément important. Pour engager évidemment les patients à utiliser cette e-santé, c'est là aussi un enjeu majeur. J'ai juste, avant de vous faire un tout petit mot sur le festival et comment la saison 32 du festival qui va commencer, comment elle va s'organiser, peut-être, mesdames, un petit point pour éclairer notre public sur justement le sujet de cette e-santé par rapport à la communication. Comment on définit un patient engagé? Est-ce qu'on peut le définir? Qui a envie de commencer? Françoise. Merci. Oui, le e-patient, on pourrait l'appeler ainsi, il est passé finalement de la relation duale entre patient-soignant, médecin, pharmacien, kiné, infirmière, etc. Il est passé avec un acteur supplémentaire, le 3e acteur, je dirais, de ce trinôme, et qui est en effet le numérique. Et donc, j'insiste tout de suite sur l'idée que le patient, il a rencontré un symptôme, une maladie, et qu'il a évidemment une vulnérabilité qui est liée à cela, et qu'on va devoir, nous, c'est un vrai défi, tenir compte de cette vulnérabilité. Et je dirais que le numérique, ça fait partie finalement intégrante maintenant de la démocratie sanitaire et qu'on devra faire attention aux patients qui sont en effet aux 13 millions de Français qui ne connaissent pas bien ce numérique. Et donc ça, c'est une idée très importante pour le e-patient. Oui, c'est vrai, il est souhaitable évidemment que le patient s'engage dans la e-santé. Et là aussi encore, nous allons relever le défi aujourd'hui ensemble pour échanger sur cela. Anne, peut-être un point justement sur votre vision, comment on peut définir ce patient engagé aujourd'hui et en quoi d'ailleurs c'est aussi important de l'engager en fait. Alors en fait, pour moi, le patient engagé, dans le patient engagé, il y a patient partenaire de ses soins. Donc je mettrais le partenariat patient comme déjà une relation avec ses soignants. Donc il est partenaire de ses soins à toutes les étapes de son parcours de soins pour optimiser sa prise en charge et même l'accélérer.
Il devient donc un vrai acteur de sa santé et il peut aussi agir sur ces changements de comportement. Et donc, on parle là plus largement d'engagement patient. Donc, c'est un patient qui s'engage à améliorer son parcours de soins, mais qui aussi, dans certains cas, peut s'engager à améliorer le parcours de soins. Et je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard. Et avec du partage avec des pairs, avec l'ensemble des communautés, mais aussi les aidants. C'est aussi des points importants, parce qu'on parle du patient, mais les aidants, il ne faut jamais les oublier. Je sais qu'au festival, il y a une place non seulement pour les patients, mais pour les aidants, parce que souvent, là, les outils numériques peuvent avoir peut-être une relation particulière. Lina, un point sur cette vision, de cette définition du patient engagé en e-santé, et notamment, quelles sont les raisons pour lesquelles, notamment, Pierre Fabre s'engage sur cette voie? En fait, un patient engagé, on a quand même un intérêt à ce qu'il s'engage, hein, puisqu'un patient engagé va être plus observant, va être plus au fait des risques qu'il encourt et peut-être en étant informé sur ceux-ci, va pouvoir les prévenir, agir en conséquence et peut-être mieux vivre sa maladie sur le long terme. Et donc, il sera peut-être plus résistant à certains messages de type fake news, hein, où on pourrait être séduit par d'autres traitements, par une autre pharmacopée, et qui pourrait le mettre en danger. Et le faire sortir justement de cette observance, qui est un enjeu, je crois, pour tout le monde. Hein. L'observance, je suis dans le monde de la santé depuis un peu plus de 30 ans, et je crois qu'il y a 30 ans, on parlait déjà d'observance. Donc le digital peut être un accélérateur de cette observance, si toutefois on engage le patient. Absolument. Et puis, il faut créer des éléments déclencheurs de cet engagement. Et on le verra tout à l'heure, qu'est-ce qui pourrait déclencher ça. Parce qu'en fait, on est engagé, je voudrais juste finir en disant qu'un patient est engagé à plusieurs niveaux. Il peut être juste engagé en étant plus observant, c'est déjà beaucoup. Mais il peut s'engager plus loin en militant, en rejoignant une association ou même tout simplement être plus participatif en partageant sa donnée ou en contribuant à des essais cliniques. En tout cas, de l'usage. Oui, tout à fait. Il s'engage, mais en même temps, je crois qu'il faut qu'on soit réellement sur le terrain du distanciel. C'est-à-dire, je crois que le numérique doit être basé à la fois en vie réelle du patient, justement, dont vous parliez, Lina, et en gardant toujours l'idée que le patient va utiliser cela pour se soigner, éventuellement pour guérir. Donc c'est un espoir absolument immense, ou pour être bien suivi. Et ça, je pense que c'est ça aussi qui va guider à la fois cet espoir, sans oublier qu'il peut y avoir des craintes. Hein. On peut penser que le numérique, c'est le robot R2D2 dans Star Wars. Certains patients nous le disent. C'était plutôt sympa d'ailleurs, hein, quand même. Il était plutôt sympa, R2D2. Mais oui, il est très gentil. Il est très gentil, R2D2, Eric. Vous avez tout à fait raison. Mais on est vraiment dans le monde du distanciel, dans une cosmogonie différente. Et je pense que c'est ça notre réflexion commune. C'est vraiment d'avoir ce fil conducteur de l'expérience patient, comme l'a dit Anne, et d'être réellement en longitudinal sur son parcours et sur ses aventures. La maladie, c'est un peu comme l'Amazonie. Hein. Il y a des serpents, il y a des branches, il y a de l'eau saumâtre. Donc c'est ça aussi. Donc vraiment travailler là-dessus. D'accord, le fameux parcours du patient, qui n'est pas si simple de le comparer à l'Amazonie. Oui, n'étant pas un habitué des grandes forêts, je vois bien de quoi vous parlez. Donc, juste, vous voyez qu'on est déjà dans le cœur du sujet. Je vous l'ai dit, je voulais juste quand même faire un tout petit mot sur le Festival de la communication santé, parce qu'on vient aussi défendre les couleurs du festival avec Dominique. Donc, comme je vous l'ai dit, Dominique ne sera pas avec nous, malheureusement. Donc, si elle nous suit, en tout cas, nous l'embrassons. La saison 32 a démarré le 14 juin. Très rapidement, un élément qui devrait vous faire réagir, mesdames. On a lancé aussi avec Dominique le fil rouge de cette 32e édition. Je vous rappelle d'ailleurs que vous avez à la réception un petit guide qui était basé sur le fil rouge de la 31e édition, qui était communication, santé et confiance, donc avec des paroles d'experts que vous pouvez prendre et qui est toujours disponible à l'accueil. Et donc le fil rouge, on va parler de processus de communication. C'est vrai que côté grand public, il y a eu beaucoup de remaniement de ces processus de communication. Dans le monde de la santé, il y a encore beaucoup de silos. Il y a encore beaucoup de communautés qui ne parlent qu'entre elles, donc il va falloir ouvrir, casser ces silos, trouver des éléments fédérateurs. Donc on va faire le point aussi bien sur les contenus, il y a même des travaux académiques qui réfléchissent dessus, pour savoir comment ces processus de communication, avec l'essor notamment de la e-santé et du digital, doivent évoluer pour pouvoir créer du lien.
Je vous rappelle qu'il y aura 2 grands rendez-vous. La semaine de la communication santé francophone. Depuis maintenant 1 an, nous avons ouvert le festival à la francophonie pour redonner une place à la communication en langue française à l'international, qui aura lieu le 21 et le 25 novembre en digital, qui est complètement gratuite. Donc vous pouvez nous suivre pendant 1 semaine. Et le grand rendez-vous sera normalement plutôt en Normandie, mais si voilà, on est en train de finir des négociations avec notre lieu habituel qui est Deauville. Donc non seulement avec les prix de communication, mais aussi les rencontres et tout ce qui va se dérouler pendant les 2 jours. Donc là, ça sera au mois de mars, le 30 et le 31 mars, peut-être à Deauville si tout va bien. Voilà, et donc du coup, entre ces 2 événements, il y a des rencontres Festicom Santé, c'est ce que l'on fait aujourd'hui sur des thématiques. Donc je le rappelle, si vous avez envie d'organiser une rencontre, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi rejoindre le club Festicom Santé qui vous permet de suivre toute l'actualité du festival pendant les 10 mois d'activité du festival. C'est vrai que juillet et août, en général, le festival se met un peu en pause pour mieux préparer la rentrée à partir de septembre. Donc voilà, et donc ça, vous retrouverez évidemment tous les éléments pour soit présenter vos campagnes, soit devenir partenaire, sponsor média, bref, plein de façons de pouvoir partager votre expertise au sein du festival. Alors, on va rentrer maintenant justement dans ces clés de succès pour mettre en place cette communication. Donc je vais revenir vers vous, mesdames, avec tout de suite une première question. On l'a vu quand on a préparé ensemble cette table ronde. Je sais qu'ici, à l'Université de la e-santé, il y a eu beaucoup de sujets sur la co-construction. Alors, c'est vrai que ça peut paraître presque un sujet un peu tarte à la crème, parce qu'il faut de la co-construction. Mais c'est vrai qu'en préparant, je vois que la co-construction est déjà un élément de communication. J'ai envie de commencer par vous, Lina, sur cette co-construction. Donc, on parle là d'un laboratoire. Comment vous construisez très rapidement? Est-ce qu'il y a des clés pour ne pas passer à côté? Puis après, je reviendrai vers votre expérience, mesdames, par la suite. Lina, cette co-construction. La co-construction, c'est vraiment une démarche patient-centric. Donc, c'est la première chose qu'on doit faire et on doit la mettre en place très rapidement, dès le début du projet. Et chez Pierre Fabre, on s'engage même à consulter les patients tout au long du projet, tout au long du développement du produit. Et donc, c'est une posture en fait d'accueil, d'écoute, d'humilité face au patient, parce que c'est lui le sachant, c'est pas nous. Il faut qu'on arrête de se mettre à sa place. D'ailleurs, est-ce qu'il est toujours le sachant? C'est pas toujours évident. D'ailleurs, notamment sur des solutions digitales. En tout cas, sachant sur sa vie, pathologie sur et sa façon de vivre la pathologie. Exactement. D'accord. C'est ce recueil-là, de cette information qui nous est précieuse. C'est un point incontournable pour vous. Ah oui, c'est incontournable parce qu'on a beau imaginer ce que ça peut être, imaginer des très belles technologies pour l'accompagner alors que ce n'est pas du tout adapté à son quotidien. Et je pense que si on ne construit pas avec lui, on risque de taper à côté. Et en tout cas, en termes de communication, ce qui est important, c'est aussi de recueillir ces mots à lui, et OTS, et ces mots AUX pour comprendre son impact sur sa qualité de vie et proposer des services, de la communication dont il sera sensible. Donc là, on est sur la reconnaissance aller identifier les problématiques, quel type d'usage il peut en avoir. Oui. Est-ce que justement, alors Françoise, vous êtes prêt à rebondir sur cette question? Est-ce que le patient, il est équipé pour pouvoir vraiment conseiller les laboratoires ou les acteurs de la e-santé qui sont aujourd'hui ici à Castres? Oui, le modèle finalement de co-construction entre évidemment un partenaire industriel très important et les patients, c'est vraiment une base de réflexion et qui doit se tenir non pas à la fin de la construction, mais en amont. C'est ainsi qu'on peut penser qu'il y a des patients ambassadeurs, évidemment par rapport à leur maladie, comme vous l'avez dit, Lina, mais aussi de façon plus large, plus transversale sans doute, pour des problématiques d'accessibilité, par exemple, ou pour des méthodes numériques qui leur sembleraient opportunes, sachant que c'est eux qui vont être les utilisateurs. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment ce modèle qui doit être sur lequel on doit s'appuyer, en sachant que, et je reviens là-dessus, il reste cette défiance dont on a parlé. On le voit bien avec mon espace santé. Nous avons travaillé avec Dominique Pont là-dessus et on a évoqué tout de suite, on a bien vu que dès qu'il était finalement installé, il y avait des critiques, mais ce sont des critiques qui sont constructives.
elles évoquent simplement le fait que le patient, en effet, se trouve dans une situation, on l'a dit, de vulnérabilité et peut-être de faiblesse. Et donc, c'est la raison pour laquelle le modèle doit être construit avec les patients. Et ça suppose la confiance. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'on puisse arriver à cette confiance dans ces travaux extrêmement importants, user-friendly, à ce moment-là, les patients ambassadeurs sont la garantie finalement de cela. Alors, vous le dites, il y a donc certains patients qui peuvent devenir des patients ambassadeurs. Anne, justement, certains CTO, donc les directeurs du développement numérique, disent que dans certains cas, ça peut ralentir la progression de l'innovation. Vous qui engagez les patients à s'engager justement, quel retour vous avez sur ces points-là ? Alors là, j'aurais du mal à le croire que impliquer des patients peut ralentir une innovation. J'aurais plutôt envie de vous dire que ne pas impliquer des patients pourrait complètement faire foirer. Pas de polémique, hein, pourrait complètement faire rater une innovation. Je vous invite à aller voir la plateforme Les patients s'engagent et vous verrez que les patients sont même source d'innovation et peuvent être créateurs d'innovation. Et je ne vois plus une possibilité où les patients ne seraient pas impliqués. Alors, patients, aidants, citoyens, associations de patients, patients entrepreneurs, vous trouverez toutes les déclinaisons de la façon dont les patients s'engagent actuellement et dont on interagit avec eux. Et bien évidemment, intégrer les patients au démarrage. Mais j'ai aussi envie de vous dire, intégrer tous les utilisateurs. Et là, moi, je ne mettrai pas que les patients. Je mettrai bien évidemment la communauté des patients, mais je mettrai aussi les soignants. En fait, là, on est déjà sur la deuxième question qui était qui devons-nous engager ? Parce que oui, le patient est au cœur de toutes nos préoccupations, c'est logique. Mais en fait, quand on regarde tout l'écosystème, donc vous aviez le micro, alors je vais vous le laisser, Anne. Qu'il faut engager le patient, mais dont vous alliez parler de toutes les personnes, toutes les parties prenantes qu'il faut vraiment arriver à intégrer. Ça fait beaucoup de monde à intégrer. Et donc, comment on organise tout ça, notamment en matière de communication ? Parce qu'on n'a pas toujours les mêmes mots. On n'a pas toujours les mêmes mots, mais comme vous le disiez, important d'utiliser les mots des utilisateurs. Et bien sûr, en fait, pour que... Vous avez bien vu, il y a une multitude d'applications qui sortent. On a des chiffres pour voir combien sont utilisés. Très peu. Regardez vous-même ce que vous utilisez sur votre iPhone et dites-vous qu'un patient, quand on lui propose des applications pour gérer sa maladie ou quand on propose à des professionnels de santé pour gérer ses patients, il va choisir ce qui est le plus adéquat, utile et il fera un peu attention à l'interopérabilité. Oui, je ne suis pas sûr que le mot, il l'utilise en tant que tel, mais c'est vrai que, d'ailleurs, je crois qu'il y a des volontés européennes de pouvoir créer des plateformes pour qu'il y ait une interopérabilité entre l'ensemble des acteurs. Je vous rappelle qu'on est dans un monde où il y a quand même beaucoup de silos. Ouvrir et casser les silos pour que justement cette data circule d'une façon libre n'est pas toujours évident. Je pense qu'une des clés pour que les gens se retrouvent dans ces innovations numériques, c'est aussi de les former. De former le public, de former les acteurs de la santé pour que justement on puisse s'emparer de cette richesse qu'est l'innovation et justement pour pallier à ces problèmes qu'on a actuellement dans les hôpitaux, de faillite du système de santé. Je pense que c'est un énorme atout. Maintenant, il faut tous s'en saisir. Alors, il faut tous s'en saisir. Françoise, on a vu, il faut intégrer tout un ensemble de parties prenantes. Le professionnel de santé, bien évidemment, également. Comment, justement, quel type de communication pour justement intégrer l'ensemble des acteurs ? Et quels sont ces acteurs ? Même question. Oui, alors les acteurs, je rajouterais bien sûr les communautés de professionnels de santé, mais aussi les politiques, parce que c'est eux qui évidemment vont prendre des décisions très importantes, notamment dans le cadre et évidemment les limites aussi de cela. Je voudrais rajouter à propos des patients, le numérique doit devenir leur ami. Il ne peut pas être conçu comme un acteur trop étranger. Il y a des patients qui nous disent « Ah oui, mais finalement, le numérique, c'est ce qui a battu Kasparov en 1997 au jeu d'échecs. Donc, ça me fait peur. » Donc, c'est ça aussi, ce travail de fond que l'on doit faire, c'est que le numérique soit vraiment le compagnon du patient lorsqu'il rencontre la maladie et tout au long, finalement, de son parcours de patient. C'est comme ça qu'il faut qu'on travaille et c'est pour ça qu'on doit travailler, en effet, toujours avec, jamais contre, mais en effet avec les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, etc. Et avec, évidemment, les forces de terrain en présence.
C'est facile à mettre en place. Vous êtes, vous l'avez dit, une association de patients. À la FLAR, comment ça se passe justement, cette relation? Est-ce que toutes les parties prenantes arrivent à se parler? Là, on est vraiment sur un sujet de communication, au-delà d'utiliser les mêmes langages, hein, est-ce qu'il y a encore autre chose? Mais est-ce que tout le monde arrive à se parler, notamment pour aller mettre en place des sujets de communication de e-santé? Je crois qu'on a des progrès à faire, mais les choses se mettent en place. La preuve, nous sommes là aujourd'hui pour en parler ensemble avec... Pour militer même. Ouais, absolument, absolument. Ce que je pense, c'est qu'il faut que nous arrivions à communiquer pour rassurer justement les patients et leurs proches, comme on l'a dit. Les proches, c'est très important. Et les patients qui vont se trouver finalement, je l'ai dit, en difficulté parce qu'ils sont malades, eh bien, il faut qu'ils trouvent, qu'ils puisent leur force, leur courage. Et c'est là où les aidants sont importants. Moi, je les appelle les aidants connect, parce que c'est eux qui, parfois aussi, vont embarquer le patient dans des projets avec les industriels, avec les communautés de praticiens. Ah, le micro a sauté? Non? Allez, on change. Je crois Merci qu'on a un Anne. petit problème de Et donc, micro pour la on a régie. vraiment besoin du patient, du cercle de patients autour de lui. D'accord. L'aidant connect. Alors, Lina, vous voulez réagir? Parce Oui, que j'ai envie de dans ces parties réagir parce prenantes- qu'en fait, c'est tout à fait juste tout ce que je viens d'entendre. Mais je pense que l'industriel, il a une place tout à fait particulière et il a une responsabilité dans ce relais d'information, de communication, puisque en fait, il peut être à la fois en contact avec le professionnel de santé, avec les associations de patients, avec éventuellement des instances gouvernementales. Et justement, dans cette, il a cette responsabilité de véhiculer les messages, parce que ce serait une erreur de dire qu'on détient l'information. En fait, l'information, il faut qu'elle circule, il faut qu'elle soit relayée, réadaptée à chaque endroit, à chaque étape, pour qu'elle soit comprise par le patient. Parce qu'en fait, c'est l'objectif ultime, c'est qu'il arrive aux oreilles des patients, qu'il ait envie, qu'ils comprennent ce message, que ce message soit rassurant et que, en fait, ça crée de l'émotion. Et dans le mot émotion, moi, je vois emotion, c'est-à-dire que ça le met en mouvement et c'est un peu le cercle vertueux qui va créer cet engagement. Et je pense que les industriels, en tout cas un laboratoire pharmaceutique, aurait cette place peut-être légitime de faire collaborer tout le monde à cette communication. Françoise, vous voulez réagir? Oui, tout à fait. Je pense que sous-tendu avec ces actions communes dont nous parlons, il y a aussi la notion de confidentialité qui interpelle beaucoup les sur patients. La data, c'est un sujet majeur. Il y a les RGPD, il y a le DMA, le Digital Marketing. Maintenant, c'est revenu, qui va aussi se mettre en place alors pour les grosses plateformes, les GAFA, mais ça pourrait descendre, hein, parce qu'on sait très bien quand on attaque vers le haut, à un certain moment, ça redescend. Donc, du coup, cette confidentialité, cette sécurité en fait, de cette conversation, c'est un élément qui vous remonte aussi en matière de communication. C'est une crainte? Oui, absolument. Et la communication, évidemment, sur les données est un véritable sujet pour les patients et leurs proches. On voit bien que sur les réseaux sociaux, il y a une liberté très forte. On peut se montrer fèche dévoilée, pourquoi pas parler de sa vie privée. Mais dès qu'il est question de santé et de communication en santé, il y a ce problème de confidentialité sur les données personnelles de santé. Je crois qu'il faut que vraiment on réfléchisse à ce sujet-là ensemble pour justement pouvoir affronter finalement cette difficulté qui fait qu'un certain nombre de patients demandent des comptes. Pourquoi pas, ils ont tout à fait raison. Et je crois que nous avons vocation à essayer de bâtir des réponses et de les rassurer toujours. C'est un sujet de communication qui est très important, c'est-à-dire qu'il faut absolument le rassurer pour l'engager dans des essais cliniques ou simplement qu'il ait sa responsabilité citoyenne, engager sa responsabilité citoyenne, notamment dans l'espace santé, qui pourrait... qu'il devrait rejoindre. Ouais, absolument. Ça pourrait mieux faire, oui. Oui, sans compter qu'il y a aussi l'aspect, tout à fait d'accord Lina, il y a l'aspect aussi de cette déshumanisation des soins que redoutent les patients. Je pense que c'est véritablement là aussi un sujet de communication. On a un travail de fond à réaliser parce que, après tout, pourquoi pas le numérique ne serait-il pas en capacité de rapprocher les patients? Je pense en particulier à des patients qui finalement ne quittent guère leur domicile.
Vous savez qu'il y a 18 millions de patients handicapés en France, dont plus de 70% ont des difficultés physiques à sortir. On ne les voit pas. Eux, ils vivent dans le confinement que nous avons connu, évidemment. Et là, le digital peut leur apporter une solution d'interconnectivité. Tout à fait. Mais en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que le digital, avant tout, c'est un outil de relation d'une personne à une autre. Et c'est vrai que malheureusement, alors je sais qu'il y a certains experts dans la salle du digital, souvent on a voulu l'utiliser comme un outil de masse avant tout, parce qu'il y a la big data. Moi, j'aime bien cette notion de data précise. Certains appellent ça la smart data, une data intelligente que l'on va pouvoir utiliser au bon moment et justement entre deux bonnes personnes. Et ça, c'est vrai que pour créer aussi une meilleure relation, il faut se rappeler que le digital, c'est un lien très intuitif, personnel au final. Oui, en sachant que le patient, c'est vrai, lui, il cherche véritablement des options de traitement. Il cherche à savoir si son traitement fonctionne bien, si tout va bien. Et donc, c'est vrai qu'à la limite, on pourrait dire que le numérique, finalement, est en capacité, si on l'utilise bien, si on communique bien avec cela, de pouvoir améliorer l'état du patient, améliorer son suivi et peut-être la santé sur mesure personnalisée. Et y compris évidemment les datas qui sont au fond très citoyennes si on y réfléchit bien. Parce que ça peut permettre aussi aux professionnels de santé, aux partenaires, de pouvoir avoir des données, d'améliorer les processus, de faire des progrès dans la recherche thérapeutique. Donc je crois que c'est tout ce travail de communication qu'il faut qu'on fasse, d'autant plus que l'assurance maladie, avec le SNDS, le Système national de données de santé, les Français ne savent pas que l'assurance maladie travaille depuis des années sur les données des patients, sur leur parcours. Données anonymisées, il faut le rappeler. Toujours. Entre experts, mais c'est quand même important de se le rappeler. Je voulais juste rajouter une chose, c'est qu'effectivement, un patient bien informé et rassuré est prêt à donner de son temps et de sa santé, de ses données de santé, pour participer et faire avancer la science. Et on l'observe tous les jours, à chaque fois qu'on est en contact avec eux. Quand on recueille leurs témoignages et ils sont tout à fait partage. prêts à ça. En fait, on est dans une communication affinitaire. Il y a une vraie relation à créer. Alors évidemment, là, quand on vous écoute, on voit qu'il y a une envie d'aller encore plus loin. Donc ça, c'est plutôt bon signe, notamment quand on est à l'université de la e-santé, de voir qu'on a envie d'aller plus loin, quelle que soit la partie prenante qui s'engage. Est-ce qu'il y a des contenus clés? Vous avez dit, Anne, tout à l'heure, vous avez parlé de formation pour créer de l'engagement. Anne, je vais revenir vers vous, mais s'il y avait des contenus pour éclairer les gens qui sont dans la salle, c'est quoi pour vous, Anne, les contenus les plus pertinents aujourd'hui? Si je devais synthétiser, et ce sera la même question pour vous deux, mesdames. Il n'y a pas de question piège, parce que je dois prendre votre souffle avant de me répondre. Et déjà, je voulais revenir sur le don de la donnée de santé. Je crois qu'on pourrait même envisager que le don de la donnée de santé devienne un don comme le don du sang. Je pense que c'est quelque chose auquel les patients sont prêts. Est-ce que veulent les autorités de santé? Parce qu'on n'a pas le droit tout à fait. de faire de business sur la donnée de santé, il faut se le rappeler en France. Dans d'autres pays, c'est possible. Oui, et je crois que c'est un débat qui n'est plus... On n'en parle plus. Je sais que certaines associations de patients s'engageaient sur ces sujets-là. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, je crois. Tout à fait. Et puis, moi, je pense que je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, une communication auprès des usagers sur l'utilisation de leurs données permettrait d'aller à l'encontre de cette défiance. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, on est prêt à balancer toute sa vie privée sur Facebook et autres réseaux sociaux. Et quand il s'agit de la santé, on est hyper méfiant. Alors que moi, je suis tout à fait convaincue que le numérique peut nous aider à traverser la crise actuelle, le développement de la télémédecine, de la télésurveillance, le développement des applications qui favorisent la fluidité du parcours de soins. C'est l'avenir et je pense que c'est une des façons dont on va se sortir de cette crise que connaît actuellement notre système de santé. Et je pense que c'est une très très bonne chose que juste un point puisse communiquer là-dessus. Vous venez d'évoquer souvent le mélange quand on déclare, on photographie son assiette, on raconte toute sa vie privée. Est-ce que sur la plateforme, justement, dans ces contenus de communication, vous êtes obligé de calmer l'ardeur de certains patients Est-ce que tout se partage d'ailleurs sur votre plateforme? Alors, notre plateforme n'est pas une plateforme peut-être plutôt, Françoise, vous avez des plateformes d'échange. Et du coup, ce sera la même question après pour Françoise. Parce que sur les patients s'engagent, en fait, c'est une plateforme qui montre des engagements de patients. Et donc, il n'y a pas d'interaction entre les patients. Ce n'est pas une plateforme d'échange. Peut-être plutôt Françoise. Oui, tout à fait, Anne. Les patients, évidemment, sont
sont des membres de l'AFLA ou des visiteurs, et ils ont confiance, en effet, dans les autres patients, on le voit. Et les modérateurs chez nous sont des bénévoles, ce sont des patients tout comme moi, et on voit bien qu'il y a une communauté réelle d'échanges avec évidemment des dires qui sont toujours très intéressants, ce qu'on appelle des verbatims finalement, et où les patients entre pairs et avec leurs aidants aussi se comprennent, s'acceptent, et les choses se passent vraiment avec beaucoup de douceur, je dirais, et d'harmonie, et nous ne rencontrons aucune difficulté pour cela. Ça montre bien que dans ce monde, dans cette cosmogonie finalement des patients et de leurs familles, eh bien, il y a une entente que j'appellerais numérique cordiale. Voilà. Le numérique cordial, voilà une jolie expression. Je pense que pour l'Université de la e-santé, parler de numérique cordial, je crois qu'on est dans un lieu qui est numérique et très cordial. Donc, oui, je voudrais rajouter, tout à fait, Eric, et je voudrais rajouter d'ailleurs qu'on ne doit jamais quitter l'idée que dans le numérique, c'est-à-dire dans cette relation distancielle, il y a quand même des fondamentaux qui sont le savoir-être, l'empathie, l'écoute. Et ça, je pense que c'est un point aussi qui est très central pour que ça soit bien accepté. Et ça, de génération en génération, parce que peut-être une partie de la génération, peut-être la plus jeune, est tellement spontanée qu'ils en oublient peut-être de temps en temps, juste de prendre le temps d'écouter les autres, et pas que de parler uniquement. Mais bon, là, je parle peut-être pour mes enfants, allez savoir. OK. Lina, oui, je voulais rajouter pour les communautés de patients qui échangent sur Internet via diverses plateformes, en général associatives, mais aussi des groupes fermés sur Facebook. Pour les plus âgés. Les seniors, comme on les appelle ici. Je pense que effectivement, moi j'ai connaissance de plusieurs groupes où les échanges sont formidables parce que en fait les patients partagent entre patients, j'entends patients aidants et personnes concernées par une maladie, partagent les mêmes soucis, donc ils peuvent s'échanger des informations qui sont de toute importance. Et je voudrais aussi vous rajouter que j'ai parlé avec un psychiatre hier. Dans le cadre de mes fonctions d'expert pour la Fondation de France, et il me disait que pour les seniors, en fait, les gens qui sont dans l'extrême solitude, eh ben, le numérique est un excellent moyen de maintenir les gens hors de la solitude, et il encourage ses patients à se mettre sur les réseaux sociaux, à se mettre sur des plateformes d'échange pour justement maintenir ce lien. Ce que disait Françoise tout à l'heure. Ça rejoint ce que disait Françoise tout à l'heure. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Oui, simplement sur la pédagogie. Parce que tout le monde n'est pas égal, et on le verra tout à l'heure au niveau du digital, de l'usage. Et il y a certaines cibles, comme par exemple des gens plus âgés, qui s'y mettent, mais qui ne sont pas complètement à l'aise dans cette prise de parole. Et nous, on le voit, on a co-construit avec les patients une communauté, un groupe privé sur Facebook, sur un sujet qui est particulier. On parle de troubles urinaires, d'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, ça touche des hommes qui ont plus de 50 ans, enfin 80% sont entre 55 ans et plus. Et donc, on s'est posé la question de savoir si c'était est-ce qu'ils avaient Est-ce que c'est un bon support de communication et un besoin pour eux, de communication pour eux. Et en fait, on les a écoutés pendant 14 jours dans des communautés virtuelles. C'est eux qui nous ont dit qu'ils avaient besoin d'échanger avec leur père, qu'ils avaient besoin de s'informer. Mais on sait qu'il y avait aussi un frein, c'était le frein numérique, digital. Enfin. Et on a dû un peu les accompagner. Et régulièrement, on fait de la formation, entre guillemets, sur comment on active les notifications, pourquoi il vaut mieux liker et partager parce que vous allez retrouver ce contenu plus facilement sur votre feed d'actualité. On leur rappelle régulièrement qu'ils sont dans une communauté privée et donc qu'ils sortent un peu de leur timidité. Mais on voit quand même qu'ils ont un comportement assez général de consommer l'information un petit peu cachée, de ne pas trop encore intervenir, sauf quand on parle de traitement. Alors là, tout le monde un peu a son petit mot à dire et son friand. Donc il y aurait une sorte de pudeur numérique. Oui, il y a une pudeur numérique. Très bien. Ouais. Oui, justement, à propos des seniors, dont finalement les cheveux gris, les cheveux blancs, dont on parle, il faut aborder l'aspect évidemment du maintien à domicile, le fameux virage ambulatoire, et on voit qu'à côté des solutions, des constructions d'EHPAD, ce maintien à domicile va devenir, on l'espère bien, prédominant. Et c'est là aussi, je crois, où le numérique a toute sa valeur, parce que les seniors sont en capacité, on l'a vu, s'ils ont des difficultés, eh bien on peut
comme l'a dit Lina, promouvoir, les aider à promouvoir finalement et à dépasser les difficultés du numérique. Donc je pense qu'on a 20 millions de seniors en France, donc j'engage finalement à aller vers eux dans cette idée de vivre chez soi aussi longtemps que possible, même si on est en situation de déficit fonctionnel ou même cognitif. Alors, juste très rapidement, parce que justement, on va venir sur un point un petit peu marquant. Vous avez commencé, Lina, à en parler, parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport à l'usage du digital. Est-ce qu'il y a des supports qui fonctionnent mieux? Alors, je ne sais pas, on peut venir vers vous, Anne. Est-ce que c'est la vidéo, du texte, des photos, des illustrations, de la BD, des journaux, des podcasts? Bref, est-ce qu'il y a, vous avez remarqué, vous, des supports qui, en matière de communication, créent plus d'engagement aujourd'hui? Ou est-ce que tout ça est mixé? Anne, très rapidement, votre observation de ces contenus. Justement, je trouve que c'est là aussi l'intérêt de la co-construction. Et moi, je la vois dans la communication aussi, parce que les supports, en fait, s'adaptent aux personnes qui consultent les supports. Donc j'engage vraiment les communicants et les partenaires de la santé à co-construire leurs outils de communication avec les communautés concernées. Parce que certains préféreront une communication plutôt Facebook. Vous savez bien qu'en ce moment, les podcasts émergent. Mais enfin, moi, j'ai dit à ma mère que je faisais un podcast et elle m'a dit ah, mais alors on va te voir où à la télé? Donc, vous voyez, il faut aussi se mettre à la place des utilisateurs et de les intégrer dans la communication. Vous voyez pourquoi je parlais de communication affinitaire? Il faut s'intéresser plus que jamais à l'autre, sans s'oublier soi-même, mais c'est souvent un élément que peut-être certains spécialistes du digital oublient à vous écouter. Donc là aussi, on écoute et on voit quels sont, en fonction des différentes personnes à qui on veut parler, quels sont les meilleurs outils. Donc là, on est sur vraiment quasiment du multi, on parle de multicanalité, oui, mais là du multi-content, du multi-contenu pour pouvoir adresser à la bonne personne le bon message. Françoise? Oui, parlons justement à la suite de ce qui vient d'être dit et qui est tout à fait vrai. Si on parle des juniors, les juniors, ils ont l'habitude du ludique, on s'en aperçoit. Et donc, en effet, peut-être la tonalité du numérique, la communication finalement numérique doit sans doute être réfléchie en fonction de cela, parce que les maladies chroniques, ostéo-articulaires et rhumatismales, dont 200 maladies rares, touchent les juniors. Et là, on peut penser qu'on doit travailler dans cette dimension-là. Et dans l'ensemble, quand même, je suis d'accord pour dire que la maladie, le numérique, la communication numérique ne doit pas être comme un film comique. C'est quelque chose qui n'est pas très fonctionnel et qui gêne les patients. La maladie, c'est une affaire sérieuse. Et avec les douleurs, avec le champ évidemment de handicap qu'elle suppose. Et donc, on voit bien, y compris dans les forums, dans les blogs, qu'il n'y a pas beaucoup place au jeu pour les adultes, les jeunes adultes, les adultes et les seniors. Donc, il y a une tonalité en numérique dans la communication où on doit vraiment trouver la tonalité numérique adaptée. Donc, le multi-contenu est un élément que vous soulignez toutes les trois. Oui, contenu à forte valeur ajoutée qui apporte... Le contenu est le roi. Et le roi. Et je pense que ça reste vrai encore 20 en ans investissement, après. Parce que si le contenu n'est pas bon, on n'engage personne. Et je pense que autant des personnes, une cible plus âgée va avoir un peu de mal à monter à bord, mais une cible plus jeune va zapper plus facilement. Donc il faut apporter du contenu qui les intéresse, qui les capte, utile. Trouver le bon rythme. Voilà. Le bon contenu, mais le bon rythme aussi. Effectivement, ça revient encore à parler de co-construction et à penser à l'usage, parce qu'en fait, bien sûr, on est tenté de mettre ces belles technologies à l'œuvre, parce qu'on se dit, bah oui, ça va rassembler, ça va donner l'intelligence artificielle, et je ne la critique pas, va faciliter les choses. Mais est-ce que, reposer la question sur l'utilité, est-ce que ça va être adopté? En fait, on parle souvent du partage du contenu, on crée de l'engagement grâce à une bonne communication, on compte les likes, il y a plein de KPI, il y a des facteurs clés de succès, on en parlait en début, c'est important, mais juste de se rendre compte aussi qu'il faut aussi le taux d'attention, parce qu'en fait, si vous avez un bon contenu, il y a plein de likes, mais que les gens ne le regardent pas, c'est pas parce qu'on like qu'on l'a lu, hein, donc il ne faut pas l'oublier. Oui, le patient veut qualité d'abord. Le patient veut apprendre des choses, il veut vraiment se soigner. On ne peut pas dire « soyez acteur de santé », si on n'apporte pas en effet des éléments, et ça, la communication numérique, elle est capable
elle est capable de cela. Les patients sont aussi intéressés à un domaine qui est le domaine du diagnostic, du dépistage. L'Université de San Francisco a montré, par exemple, que grâce au numérique, il y avait 6 ans d'avance pour poser le diagnostic d'Alzheimer. Alors évidemment, les patients sont intéressés, d'ailleurs, comme les praticiens et les partenaires industriels, parce que ça veut dire qu'on entre, et le mot a été déjà prononcé ici, on entre dans le champ de la prévention, du traitement plus précoce, et donc d'un suivi finalement qui est meilleur, plus rapproché, et toujours de cette médecine, de cette santé sur mesure. Donc je crois qu'il y a énormément d'espoir, et les patients sont évidemment fortement impliqués dans cette communication en santé, y compris dans le dépistage et la prévention. Avant, pendant et après. Tout au long du parcours du soin, en fait, et de notre vie. Je crois qu'une certaine ministre parlait de parcours de vie en santé. C'est un vrai parcours de vie parce qu'il y a des accidents de santé qui peuvent arriver, qui sont plus ou moins graves, mais en tout cas, intégrer tout ça. Point important, on a voulu faire, et ce sera notre dernier petit tour de table, un point aussi, Lina, vous venez de l'aborder, on n'a pas tous le même niveau relationnel avec les outils numériques. Donc là, je vais parler ici de l'électronisme. Je crois que 25% des Français se plaignent de ne pas pouvoir faire leur déclaration d'impôt en ligne. Alors, je ne suis pas sûr que sur certains questionnaires, peut-être d'ailleurs vous nous en parlerez après, ça soit toujours facile. Alors, l'électronisme, la définition, on le sait, c'est inhabilité numérique, c'est illettrisme numérique ou encore l'illettrisme électronique, donc des difficultés, voire des incompatibilités avec l'usage. Et c'est vrai qu'en suivant notre âge ou la façon dont on va pouvoir utiliser, ce n'est pas toujours facile, parce que souvent il y a un manque de connaissances. Alors justement, pour mieux comprendre, on a demandé donc à notre partenaire, on a un partenaire Datacom Santé au festival qui est Smart Data Health, qui nous accompagne maintenant depuis la saison 31. Donc on leur a demandé de faire un petit tour d'horizon. Alors je ne vais pas vous présenter toute l'étude parce qu'il y avait quelques slides. Je vous rassure, ces éléments seront disponibles notamment au sein du club Festicom Santé, donc les études seront disponibles, mais aussi vous pourrez les télécharger. Il y a une plateforme qu'on vous communiquera via les réseaux sociaux. Donc j'ai remis la définition de l'électronisme. Quelques datas, j'ai relevé beaucoup de choses. On voit qu'en fait c'est un sujet qui commence à monter en puissance, l'électronisme, parce que c'est un vrai sujet. L'illettrisme en était un, mais on voit qu'effectivement, il y a des choses qui montent. On voit les quelques items qui commencent à monter petit à petit sur les réseaux. Ce qui est important, c'est que l'année dernière, lors de la table ronde que nous avons animée avec Dominique au mois de septembre, on parlait de fracture numérique, et on voit que l'électronisme est un des éléments de cette fracture numérique. Donc je vous laisserai découvrir tous les résultats en ligne, parce que le temps avance vite. Je vais revenir vers vous, mesdames. Justement, comment on communique quand on a des gens qui ne sont pas justement des virtuoses de l'utilisation des outils numériques. Françoise, on commence par vous. Oui, merci. Oui, l'électronisme qui touche donc à peu près 13 millions de Français, c'est un vrai problème. Et les patients à la FLAR n'hésitent pas à appeler au numéro d'écoute de la FLAR. Donc il y a toujours un téléphone à la FLAR. Ah oui, absolument. Il y a des numéros Allo dans les régions de France et même en Outre-mer. Et donc, je pense qu'il y a des prérequis assez incontournables. C'est notamment de garder en tête qu'il faut évidemment que le numérique, la communication numérique, ça soit vraiment un outil de valorisation scientifique, mais que ce ne soit pas nébuleux, ça ne soit pas incompris des patients. Il faut les aider. Il y a aussi le relais, évidemment, des soignants qui est important, et puis, bien sûr, les associations. Je voudrais revenir sur l'électronisme qui peut toucher, naturellement aussi, les communautés de praticiens. Et je pense qu'il faut qu'on repense aussi peut-être la formation ou l'information des praticiens qui sont parfois touchés par l'électronisme et qui n'ont pas l'habitude de cet outil. Oui, c'est pas uniquement être réactif. Mais non, pas du tout. L'usage, c'est même. C'est les patients qui le disent en disant non, mon médecin. Les pharmaciens sont sans doute ceux qui sont peut-être les plus proches de cela, du fait du dossier pharmaceutique. Ils ont l'habitude de manier ces outils. Et donc, ça, c'est quand même un point très, très central. Et je pense qu'il faut qu'on travaille aussi dans ce sens-là pour pouvoir améliorer finalement cette communication. La communication, c'est en effet, d'un côté du téléphone, il y a le patient et de l'autre côté, les praticiens. Il y a des praticiens aussi qui ont peur
de cela. Ils ont peur d'être envahis par les données de suivi rapproché de leurs patients. Ça peut se comprendre. Hein, on D'être parle souvent de submergé. temps de cerveau disponible. Il y a un moment, on n'a que 24 heures par jour. Hein, même Oui, si on nous a fait absolument. croire qu'on pouvait être multitask, Oui. donc multitâche et multi-usage tout le temps, mais en fait, c'est pas possible. Tout à fait. À ce moment-là, il y a la technologie numérique de communication par chatbots. Et ça, les chatbots, ça veut dire que 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il y a, ce sont des machines numériques, naturellement. Mais Avec qui sont de l'IA souvent derrière. Absolument, absolument, et qui vont pouvoir répondre à toute heure du jour et de la nuit, finalement, à des demandes de patients qui ont un souci, une rougeur sur un point d'injection, une petite toux qui survient, et ça va éviter évidemment de les dérouter sur les urgences ou d'être affolés, parce que c'est quand même ça, je le rappelle, c'est une boucle, je vous l'ai dit au début, le patient, il porte en lui ses symptômes et sa maladie, et donc c'est à nous de tous réfléchir ensemble pour communiquer en pensant qu'il est évidemment vulnérable. Et la maladie, le patient malade, c'est nous, c'est moi, mais c'est vous aussi, naturellement, C'est nous ou votre tous, maman, vos effectivement. marraines, vos enfants. Anne, peut-être sur l'électronisme, là aussi, comment en termes de communication, est-ce que c'est un sujet d'ailleurs que vous appréhendez avec vos parties prenantes? Pour moi, l'électrolyse, c'est vraiment le nouvel espace d'exclusion. C'est vraiment l'endroit où vont être exclus déjà ceux qui sont exclus du soin, ceux qui sont déjà éloignés du soin, les zones rurales, les zones de désertification médicale, des gens qui ont du mal à se servir et à s'emparer du numérique. Et pour moi, c'est un obstacle majeur au développement du numérique. Et donc, il faut y apporter une vraie attention. Alors, en préparant cette table ronde, moi, je me suis un petit peu penchée là-dessus et je me suis dit, pour se rapprocher de ces publics qui sont éloignés du numérique, il y a des formations des travailleurs sociaux. Il y a aussi des ateliers d'initiation des bénéficiaires, des gens qui ont besoin d'être accompagnés. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec Françoise, les pharmaciens restent un endroit, les pharmacies restent un endroit où les patients vont. Et là, il y a moins d'exclusion. Et donc, les pharmaciens, pour moi, sont un vrai lien. Parce que ce sont des acteurs de cette digitalisation, de cette communication. Pour moi, il est vraiment... comme on a décidé de faire des bulles de téléconsultation, peut-être faire... les pharmacies pourraient être un endroit d'accès, justement, au numérique. Très bien. Et peut-être d'autres acteurs, je pense aussi aux infirmières, qui ont joué un rôle pendant le confinement, un rôle dans la téléconsultation. Bien sûr. Justement, quand il y avait des difficultés à établir une téléconsultation, elles pouvaient être là. Je pense que c'est des acteurs de terrain qu'il faut former, qui peuvent être de très bons relais avec Donc, ces populations, aussi bien âgées que justement des gens les plus démunis qui n'ont pas accès au numérique. Ok, donc un vrai sujet de communication, l'électronisme, et à première vue qui n'est qu'en train de s'ouvrir, parce que là on se rend compte que cette fracture numérique, elle existe. Allez, nous sommes déjà arrivés au moment de conclusion. Je sais, je vous l'avais dit, mesdames, ça va être un peu frustrant, parce que vous allez voir 50 minutes, ça passe très vite. Il est pile poil 52, on a démarré avec 3 minutes de retard. Donc j'ai envie de commencer, Lina, j'étais avec vous. Gardez le micro. Si vous aviez un mot d'ordre à nous faire passer aujourd'hui, quel serait-il? C'est quoi votre message clé ou votre phrase clé du jour? Moi, ce serait de contribuer au bon savoir pour bien engager. Et il faut qu'on contribue collectivement à cette chaîne du bon savoir et dans l'écoute du patient, en l'incluant le plus tôt possible. Donc, et le en bon étant savoir en mode collaboratif. En mode collaboratif, tout à fait. Anne, je reviendrai, c'est vous qui aurez le mot de la fin, Françoise. Anne, votre mot de la fin? Pour moi, la communication, elle doit utiliser tous les mêmes, tous les moyens de la démocratie en santé. Donc, co-construire avec tous les acteurs autour de la table. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Co-construction, c'est le mot d'ordre. C'était un peu le sujet aussi d'introduction. Françoise, le mot de la fin vous revient au final? La e-santé en communication en santé, c'est finalement l'hybridation entre les organisations de soins, de santé et les plateformes techniques. Et donc, à nous d'avoir l'idée d'avoir cette valeur à la fois en santé et cette valeur ajoutée en santé avec la communication numérique. Et puis le deuxième point, c'est que l'intérêt des patients doit primer toujours en premier et qu'il faut qu'on apprenne à évoluer.
Il faut qu'on apprenne à enrichir le numérique et il faut penser toujours à faire en sorte que le numérique rapproche l'humain, rapproche les malades de l'ensemble des communautés sur le terrain, dans le soin et dans la santé. Donc un usage du digital pour rapprocher les gens et non pas les séparer. Parce que malheureusement, on peut voir sur les réseaux sociaux, ça sépare souvent. Humanisons le numérique. Humanisons le numérique. Voici le mot de la fin. Je crois qu'on peut applaudir ces dames. Un grand merci d'avoir passé du temps. Je vous rappelle qu'il y a une pause. Si vous avez des questions, c'est toujours un peu frustrant, j'imagine qu'il y en a. Vous êtes à la disposition de nos participants dans la salle pour y répondre. Merci beaucoup et bonne fin d'Université de la e-santé. À très bientôt.